Voilà, donc bonjour à toutes. Bienvenue à ce nouveau webinaire de l'association Rose Up. Aujourd'hui, nous accueillons donc Jocelyne Roland qui va nous parler sur les idées reçues kiné, si je peux dire, enfin les idées reçues après la chirurgie. Voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ne pas porter de charge lourde, ne pas utiliser trop son bras, etc. Voilà, Jocelyne Roland, donc kinésithérapeute, qui a aussi créé deux méthodes, la méthode Rose Pilate et Ali Rose pour aider les femmes suite à la chirurgie. Va donc répondre à ces questions et nous donner des indications voilà, sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, justement, suite à une chirurgie. Donc, ce webinaire vous est offert par l'association Rose Up, une association qui accompagne, soutient et défend aussi le droit des patientes, des femmes atteintes de cancer. Moi, je suis Julie Gatti, je suis chargée de mission à la Maison Rose de Bordeaux. Et les Maisons Roses sont des lieux de vie où nous accueillons et accompagnons les femmes atteintes de cancer, donc aussi, notamment en soins de support, en activité physique adaptée, en bien-être et en nutrition. Voilà, vous en avez deux. Il y en a une à Bordeaux et une à Paris. Jocelyne Roland, je vais donc vous laisser la parole. Bienvenue. Merci. Je vais d'abord bonjour à toutes, bien sûr. Et puis, je vais partager mon écran parce que je vous ai fait une petite présentation PowerPoint que je mettrai à disposition après le webinaire. Donc, D'accord. comme ça, vous aurez quelques informations écrites avec des schémas, par exemple, hein. C'est important parce que comme j'ai des choses à vous expliquer, Mhm. j'ai besoin de petits schémas. Alors, je partage mon écran. D'accord. Il est là. Et je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Voilà, je n'ai personne pour me faire un petit retour, me dire que vous voyez l'écran, mais je pense que ça fonctionne. Si vous Alors, m'entendez, Jocelyne, oui, on voit votre écran. très bien, merci. Super, super. Alors, vous savez comme moi qu'il y a beaucoup, on va dire, d'interdits après une chirurgie pour un cancer du sein. Alors moi, je le vois avec mes patientes, puisque souvent, il y a des incompréhensions sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Moi, je dis des incompréhensions parce qu'il y a des interdits qui sont donnés et en fait, l'interdit en question est mal formulé, mal compris et donne lieu à finalement des perturbations de la vie quotidienne. Et ce qui m'embête moi en tant que kiné et ce qui m'embête pour mes patientes, c'est que en fait les interdits conduisent à des absences souvent de mouvement, à une absence de mobilité, de mobilisation en particulier du bras. Et c'est cette absence de mobilisation du bras qui va, quelques mois après l'intervention, voire quelques années après, entraîner des problèmes. Donc, je combats beaucoup ces interdits pendant mes séances de kinésithérapie, mais aussi dans mes discussions avec les patientes et donc dans les webinaires, parce que souvent, dans les hôpitaux, les soignants manquent de temps pour expliquer tout cela et d'arriver en parallèle, d'arriver à faire passer des messages pour vous rendre la vie plus facile. C'est un peu mon objectif. Alors, je vous ai mis plein d'informations ici. De toute façon, tout ça, vous l'aurez. Vous savez que je fais partie du réseau des kinésithérapeutes du sein. Je suis même la marraine de ce réseau. Et dans ce réseau, vous trouverez des kinésithérapeutes qui, comme moi, ont envie de faire passer des bons messages. Alors, on y va. Donc, vous savez que ce webinaire d'aujourd'hui, du 12 novembre, il aura sa deuxième partie le 26 novembre. Et donc, on aura l'occasion de se reparler et puis peut-être d'aller plus loin dans les explications. Alors, déjà, une première chose, une première idée reçue ou une première incompréhension, souvent mes patientes, quand je les rencontre la première fois, je leur demande si elles font de l'activité physique, si elles bougent. Et très souvent, elles me disent bah, je bougeais avant, mais je ne bouge plus maintenant. Et je leur dis mais pourquoi ne bougez-vous plus? Alors, quelle que soit la situation, ça peut être en suite de chirurgie, ça peut être en chimiothérapie néoadjuvante, ça peut être en chimiothérapie, en radiothérapie. Enfin, souvent,
il y a une espèce d'incompréhension par rapport au mouvement. Et moi, je leur dis, mais vous pouvez bouger. Vous pouvez rebouger comme avant. Ça, c'est très, très important. Nous, on dit qu'on doit faire passer le message que dès le diagnostic, vous pouvez recommencer à bouger. Et là, il y a souvent une phrase qui revient. Alors, soit on me dit, bah, je ne bouge plus parce que je ne sais pas si j'ai le droit, bouger au sens marcher, hein, par exemple. Donc, moi, je dis aux femmes, oui, vous avez le droit et même il faut marcher tous les jours au moins 30 minutes. Alors, après, il y a souvent quelque chose qui vient et qui est aussi une incompréhension et une idée reçue. On dit aux femmes, marchez et faites de la marche rapide. Donc ça, c'est une première notion sur laquelle je voudrais revenir. Oubliez la marche rapide. Marcher rapidement quand on est fatigué, quand on sort de chimio, quand on vient d'être opéré, c'est impossible. Et en fait, ce qui est impossible, c'est de répondre à l'idée marcher rapidement. Ce n'est pas la marche qui est impossible, c'est rapide. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, oubliez marche rapide, marchez à votre rythme et votre rythme d'aujourd'hui, avec vos difficultés d'aujourd'hui, votre condition physique d'aujourd'hui, parce que vous avez été opéré, parce que vous êtes en chimio, parce que vous êtes faible, votre marche, elle doit être caractérisée par la possibilité de marcher, excusez-moi, de parler, mais impossibilité de chanter. Et c'est ça qui va vous donner la notion aujourd'hui de votre marche qui travaille l'endurance et de votre marche, on va dire, maximum pour vous aujourd'hui. Alors, elle sera peut-être pas rapide, mais on s'en fiche, parce que dans l'état actuel de votre condition physique, vous ne pouvez pas marcher au sens où on l'entend rapidement. Mais vous pouvez marcher en testant votre allure par rapport à votre capacité de parler. Alors, je m'explique. Si vous marchez trop lentement par rapport à votre capacité d'aujourd'hui, vous pourrez parler, mais vous pourrez aussi chanter. Et même si votre marche est très lente, on s'en fiche. On oublie le caractéristique lent, rapide. Vous marchez et vous parlez. Vous essayez de chanter. Si c'est facile, bah peut-être que vous pouvez augmenter un peu le rythme de vos pas. Si maintenant, quand vous parlez, c'est complètement difficile, horrible, impossible, alors chantez encore moins, bien évidemment. À ce moment-là, ralentissez votre pas. C'est que vous voulez en faire trop, trop vite par rapport à votre condition d'aujourd'hui. Et ensuite, si vous pouvez parler, mais qu'il vous sera difficile de chanter, eh bien, restez à ce rythme-là de marche. C'est votre bon rythme d'aujourd'hui. Vous voyez, déjà, ça, c'était une première notion de dire que si je vous dis marchez rapidement, que vous ne pouvez pas marcher rapidement, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire la plupart du temps? Vous allez arrêter de marcher et ça sera une grande erreur. Maintenant, si je vous dis marchez à votre rythme, en testant votre respiration, donc votre fréquence cardiaque, donc vous avez compris, la marche utile pour la santé, c'est celle où on est capable de parler, mais où il est difficile de chanter. Voilà. Donc, on oublie le mot marche rapide. Et quand vous serez en forme, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous allez récupérer vos muscles, vous allez récupérer votre condition physique avec tout ce que vous allez faire. Eh bien, un jour, vous pourrez marcher de plus en plus rapidement en étant capable, toujours, de parler, mais peut-être incapable de chanter. Ça sera toujours de l'endurance, sauf que comme vous aurez récupéré, vous marcherez plus rapidement. Alors, je pense que, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais dites-moi si vous comprenez hein, ce que je vous dis. C'est le terme même de rapide qu'on oublie, parce que quand vous êtes fatigué en sortie de chimio, bah, vous ne pouvez pas marcher rapidement. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas marcher. Il faudra marcher à votre rythme. Et votre rythme utile, hein, le rythme utile, c'est celui où on est capable de parler, mais peut-être pas de chanter. Voilà, hein, donc je voulais vraiment commencer par ça, parce que j'ai trop de patientes qui, du fait qu'elles ne peuvent pas faire de la marche rapide, elles ne marchent pas. Et ça, c'est bien dommage. OK? Et ça, c'est valable pour tout le monde. Regardez les gens qui courent, par exemple.
Imaginons que vous couriez avant le diagnostic, avant les traitements, vous étiez quelqu'un qui faisait de la marche, de la course à pied. Bon, vous allez reprendre la course à pied parce que vous aimez ça. Moi, je vais vous dire, aucun souci de reprendre la course à pied. Simplement, peut-être mettez un soutien-gorge qui va vous stabiliser le sein opéré. Si vous avez une mastectomie, mettez quelque chose qui ne fasse pas trop bouger votre cicatrice de façon à ce que ça ne vous fasse pas mal. Peut-être une petite compression sur votre thorax. Mais courez. Mais simplement, comme vous avez perdu un peu d'entraînement, vous allez vous remettre à courir progressivement. C'est-à-dire peut-être au départ, trottiner, trottiner, marcher, trottiner, marcher. Parce que si vous vous mettez à courir tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être essoufflé parce que vous manquez d'entraînement, tout simplement. Donc, vous allez être mal à l'aise, vous allez vous fatiguer et ça ne sera pas utile. Donc, reprenez cette idée de je peux parler, mais pas chanter. Alors, je trottine, je peux parler, j'ai du mal à chanter. J'accélère un peu, je ralentis. J'accélère, je ralentis. Et comme ça, petit à petit, vous retrouverez votre condition physique. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent, vous le verrez dans la présentation, mes patientes, je les considère comme des sportives blessées. Elles ont perdu un entraînement. Alors peut-être qu'elles n'étaient pas sportives du tout, mais c'est l'image. Elles avaient une condition physique, elles l'ont perdue, il faut les aider à la récupérer. Elles avaient une super condition physique, elles ont diminué leur condition physique, bah, c'est pas grave, elles vont récupérer. Mais toujours avec cette notion, parler, ok, chanter, plus difficile. Voilà. Et ça vous donne la notion de l'endurance. Alors, je passe à la deuxième diapo. Souvent, quand mes patientes viennent me voir et qu'elles sont juste opérées ou qu'elles ont été en chimio néoadjuvante ou qu'elles sont déjà en chimio, elles me disent « j'ai mal aux muscles, je ne peux rien faire parce que j'ai trop mal ». Et souvent, je leur dis qu'il faut refaire du muscle très vite dans le parcours parce que c'est ça qui va vous éviter de prendre du poids. Celles qui ont vraiment perdu beaucoup de poids et qui ont donc en même temps perdu du muscle, il faut absolument refaire du muscle, c'est important pour l'avenir. Mais il faut faire du muscle aussi sans y penser parce que vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes beaucoup prise par les traitements, par les consultations, et puis on vous dit trop de choses. Donc, il faut à la fois refaire du muscle et puis il faut le faire sans y penser dans la journée. Puis en même temps, vous avez mal. Alors vous vous dites, waouh, mais dès que je fais quelque chose, c'est horrible, comme ça brûle dans les muscles. Et c'est vrai, quand on a des muscles faibles, dès qu'on fait un effort, ça fait mal, quel que soit ce qui s'est passé au niveau du corps. Alors, je vous montre ici un exemple, et vous pouvez même le faire en même temps que vous m'écoutez. Vous êtes assise peut-être, et vous allez, comme la personne qui est dessinée à l'écran, vous allez vous pencher en avant, mettre vos mains ici comme ça sur la poitrine, sur vos épaules, où vous voulez comme ça. Mais en tout cas, vous ne vous servez pas de vos mains, ni pour vous appuyer sur vos cuisses, ni pour vous appuyer sur les accoudoirs. Et vous allez vous lever en vous penchant en avant. Là, je me lève et je redescends. Vous voyez, je le fais exprès devant l'écran. Vous voyez, tout doucement, je monte et je descends. Alors, Jocelyne, si vous m'entendez? Quand vous Oui. êtes en partage d'écran, on ne vous voit plus du tout. À ce moment-là, il faut que vous reveniez un petit peu. Bon. Il faut que vous reveniez sur, voilà, sur vous. Parce qu'en effet, on ne voit que votre écran et vous, on ne vous voit pas. Bon, d'accord. Alors, il y en a qui me disent qu'ils me voient. Il y a Marie qui dit, moi, je la vois. D'accord. Bon, bah super. Alors, Qui dit, alors autant pour moi, c'est sur le mien que ça. oui, en fait, il faut que vous cliquiez sur les petits cadres au-dessus. Vous savez, vous avez partagé, enfin, vous avez affiché la vidéo, la vignette de l'intervenant, tout ça. Oui, oui, oui. Bon, bah parfait. Je ne savais pas si tout le monde l'avait parce que Voilà. sur d'autres webinaires, justement, Ok. j'avais eu des Ah ouais, retours d'accord. comme quoi les personnes nous disaient qu'ils ne voyaient pas. Donc, D'accord. je me suis dit, bon, on va garder cette idée-là. Mais parfait, si tout le monde gère parfaitement Zoom, D'accord. Alors, autant pour moi. super. Oui, il y a Johanna qui me répond aussi. Il y en a qui me répondent. Voilà, super. Voilà. Bon. Il y a, Alors, donc, si je peux me permettre quand par vous rapport à ce que allez vous lever et vous asseoir comme ça en vous penchant. Pardon? je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport au sport, parce qu'il y a une question justement par email qui demandait vraiment, peut-on faire du sport et faire travailler les bras?
Donc voilà, comme vous Alors êtes justement sur cette on notion. va y venir on va y venir après parce que, D'accord. ça dépend vraiment de quelle activité on va faire. Mmh. Donc, Nadine, si jamais, je réponds pas, vous me la reposez la question, d'accord? D'accord, c'était Lucie, mais oui, je Ah pardon, reviendrai pardon, vers pardon. vous. Je sais pas Je vous pourquoi laisse. Nadine, parce que là, je vois très bien, elle dit: «Je vois très bien Nadine», alors je croyais que c'était donc c'est Lucile. Lucie? Lucie ou Lucille? Lucie, c'est par email que je l'ai reçu. Lucie. D'accord, OK. Bon, Je vous donc, laisse. hem oui, OK, pas de souci. Alors cet exercice-là, j'ai encore une patiente récemment qui m'a dit, heu: «Je fais l'exercice tout bête, c'est-à-dire dans la journée, à chaque fois que je m'assois et que je me lève d'une chaise, au lieu de me lever ou de m'asseoir n'importe comment, c'est-à-dire la plupart du temps, on se laisse tomber dans la chaise, puis pour se lever, on s'appuie sur ses cuisses, sur les accoudoirs, n'importe où. On ne fait pas travailler ses jambes. Et ma patiente qui était en chimio, elle me dit, maintenant que je fais ça, j'ai moins mal aux cuisses. Alors je lui dis, et j'aime bien dire cette phrase parce que les patientes en général aiment bien entendre ça. Je lui dis, quand vous faites des exercices comme ça, vous faites fonctionner vos muscles et ça draine les produits de la chimio. Parce que les produits de la chimio, ils vont se mettre dans vos tendons, dans vos muscles, dans les enveloppes musculaires, dans les tendons, et c'est ça qui vous fait mal. Plus vous allez bouger, contracter, étirer, faire glisser les tissus, plus ça va drainer tout ça. Et ensuite, vous allez refaire du muscle. Donc, l'idée, c'est à chaque fois que vous pouvez, vous refaites du muscle, vous bougez, bougez, bougez. Alors, on est en train de voir qu'on ne bouge pas n'importe comment. Vous voyez, on ne bouge pas en faisant de la marche rapide. On s'adapte à son rythme cardiaque. Et bien là, regardez, quand vous faites, donc refaites-le si vous voulez, hein, vous vous penchez en avant, comme si vous étiez prête à tomber en avant, le dos droit. Vous soufflez en vous levant. Et puis, je vous montre de profil. Là, vous voyez, je vais vraiment aller chercher le siège avec mes fesses. J'incline mon écran. Je vais chercher mon siège avec mes fesses. Je m'assois à côté. Je vais chercher mon siège ici. Et là, je sens mes cuisses qui travaillent. Donc, pour peu que vous fassiez l'effort de vous lever ou de vous asseoir en soufflant, vous allez serrer votre ventre, vous allez garder votre dos droit, donc votre dos va se muscler et vous allez surtout travailler vos jambes. Au début, vous allez sentir que c'est un petit peu difficile, alors vous allez peut-être le faire une fois, puis ça va vous paraître monstrueux, mais c'est pas grave. Faites-le une fois, quand vous vous asseyez, quand vous levez, vous le faites une fois. Mais dans la journée après, quand vous sentez, ou les jours suivants, quand vous sentez que vos cuisses reviennent un petit peu, eh bien, vous allez le faire 3, 4 fois dans le même geste de vous asseoir. C'est-à-dire qu'au lieu de vous asseoir et de rester assise, eh bien, vous vous relevez tout de suite, vous vous rasseyez. Vous vous relevez, vous vous rasseyez. Vous vous relevez encore, vous vous rasseyez. Puis ça y est, vous êtes assise, vous faites ce que vous avez à faire. Mais vous aurez fait 3, 4 fois des mouvements qui auront sollicité vos muscles et drainé les produits de la chimio. Donc, vous voyez, tout ça, c'est tout bête, mais ça vous permet de recommencer à bouger, de muscler votre ventre, votre dos. Là, les bras ne participent pas pour l'instant, mais on verra, on va parler des bras après. Et vous refaites du muscle dans vos jambes. Et ça va vous redonner de la condition physique. Et ça, c'est tout de suite qu'on peut le faire. Il n'y a aucune raison que vous ne le fassiez pas. Aucune. D'accord. Donc, dès que vous le pouvez, euh, quelqu'un me disait l'autre jour, j'ai une patiente qui me dit, mais c'est comme des squats. Ben oui, voilà, ce sont des squats. Et vous allez faire du muscle. Hein, il n'y a aucun problème pour ça. Donc, faites-le et vous allez voir, ma petite patiente qui me le disait, là, elle, est, elle était hyper douloureuse. Et en fait, elle me dit, ben, ça y est, maintenant, en 3 jours de temps, elle me dit, mais mes muscles reviennent, je me sens mieux. Et franchement, ça me faisait tellement mal au début que je serais plutôt restée sans rien faire. Hein. Donc, il faut absolument le faire. Bon, ça, je voulais vous le dire dès qu'on parlait de conditions physiques. Ensuite, il y a une chose que vous pouvez faire qui va vraiment être hyper importante. Et vous savez pourquoi c'est important de respirer? Parce que bien sûr, on dit ça oxygène les tissus, etc. Mais on sait aujourd'hui que respirer va vous détendre globalement. Et n'oubliez quand même pas que la région qui a été opérée, c'est la région de la poitrine, donc c'est le thorax. Et le thorax, c'est là où le thorax, vous allez avoir tous les muscles
qui soutiennent la poitrine, vous allez avoir tous les muscles au niveau des omoplates et vous allez avoir cette mobilité qui va entraîner du drainage. Donc, c'est extrêmement important de respirer parce que c'est le premier geste de bonne santé. Alors, je voulais répondre à Geneviève qui dit perso, j'ai de l'arthrose, donc ce dernier mouvement impossible. Alors, Geneviève, ce mouvement, même avec de l'arthrose, vous pouvez le faire. Simplement, effectivement, au début, ça va être douloureux parce que vous manquez sûrement de muscles. Mais au contraire, vous savez, quand il y a de l'arthrose, il faut faire du muscle. Et au début, ce mouvement va être difficile. Essayez de le faire. Faites-le avec des petites amplitudes, peut-être pas jusqu'à vous asseoir complètement, mais essayez déjà de bien tendre vos genoux et ça va vous aider. Donc, bien sûr, on dit j'ai de l'arthrose, je ne peux pas faire. D'abord, l'arthrose nécessite des muscles. Donc, n'hésitez pas à le faire quand même. Par contre, ce sera peut-être plus difficile que pour quelqu'un qui n'a pas d'arthrose, mais en le faisant progressivement et à petite dose et régulièrement, vous allez voir que ça va vous faire du bien. Vous savez, il y a beaucoup d'idées comme ça où on ne doit pas faire des choses parce qu'on a ça. Et en fait, aujourd'hui, on sait très bien que quand on a un problème, en fait, c'est le muscle qui nous sauve, hein. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, la respiration. Vous le savez, c'est tout bête, c'est important de respirer, mais particulièrement dans la chirurgie du sein, c'est le premier geste qui va commencer à prendre soin de la région opérée sans, sans intervention extérieure. C'est vous, en respirant, qui allez mobiliser, assouplir la zone. Alors, comment on respire? Je le redis souvent, ça, dans les webinaires, mais c'est important. La respiration physiologique, c'est on souffle par la bouche et on inspire par le nez. Ça paraît tout bête, mais c'est comme ça qu'on doit respirer de manière physiologique. Alors, les personnes qui font du yoga, les personnes qui font des choses beaucoup plus sophistiquées, elles vont peut-être souffler par le nez, mais c'est déjà quelque chose de sophistiqué. C'est pas la physiologie basique. La physiologie basique, c'est je souffle par la bouche et j'inspire par le nez. On inspire par le nez parce que le nez, il sert à nettoyer l'air qu'on inspire pour aller mettre un air propre dans les poumons. Et quand on souffle par la bouche, on souffle, on fait sortir l'air, et si on le sortait par le nez, ça ferait des résistances à l'expiration. Ce n'est pas utile pour le basique, hein. Donc, quand vous respirez, commencez par apprendre à respirer comme ça. Je souffle par la bouche et j'inspire par le nez. Et pourquoi je vous le dis dans ce sens-là? Pourquoi je ne vous dis pas inspirer d'abord? Parce qu'en général, quand on fait inspirer d'abord, on a appris depuis longtemps qu'il fallait gonfler le ventre. Et bien ça non plus, ce n'est pas physiologique. Donc, si vous soufflez d'abord, vous allez serrer un peu votre ventre pour faire sortir l'air. Puis après, vous allez inspirer en gonflant la poitrine, en gonflant le thorax, sans monter les épaules, mais en essayant de vous laisser que l'air gonfle votre thorax, de vous laisser gonfler par l'air. Et tout ça, vous allez le faire en restant bien droite. Parce qu'on a aussi souvent appris à inspirer, souffler, se ratatiner. Et ça, c'est ridicule. On ne respire pas avec sa colonne vertébrale. D'accord? Donc, essayez de le faire. Je souffle, je vide complètement mes poumons en serrant mon ventre. Et j'inspire et je sens que ça s'ouvre sous les bras, ça s'écarte, le thorax s'écarte. Alors, il y a Caroline qui me dit si la personne qui a de l'arthrose s'assoit sur un ballon de kiné-gym, cela peut lui faire du bien. Oui et non. C'est pas ça qui va changer les choses au niveau de l'arthrose, c'est plutôt le mouvement. Être assise sur un ballon, souvent, moi je dis, c'est pas le ballon qui va faire l'intérêt, c'est vous, comment vous êtes sur le ballon. Parce que vous savez, sur un ballon, on peut être complètement avachi. Par contre, si vous savez vous redresser, comme par exemple, je vous le dis là pour respirer, comme le ballon est mou et que le ballon, il va vous aider à bouger le bassin, il va vous aider à vous redresser. Mais vous avez des gens qui seront complètement avachis sur un ballon et ça ne sera pas une bonne idée. Donc, le ballon ne fait pas tout, hein. Alors, il y a Zaya qui dit 5 mois après l'opération, mastectomie totale et reconstruction immédiate, j'ai encore des sensations étranges quand je fais du gainage couché ou des pompes. Alors, on en parlera tout à l'heure, Zaya, parce que je ne suis pas sûre que du gainage couché ou des pompes soit le meilleur exercice, hein. Donc, on va voir après.
et j'espère que je répondrai à vos questions après à ce niveau-là, hein. Alors, combien de temps faut-il respirer comme ça, on me demande. Bah, voilà, par exemple, je vous ai mis en dessous les exercices de cohérence cardiaque que vous connaissez peut-être. La cohérence cardiaque, c'est une technique qui a été développée justement pour approfondir cette notion de bonne respiration qui fait du bien et qui a été testée comme étant efficace sur l'anxiété, par exemple, ou qui va vous aider si vous avez des troubles du sommeil. Et vous avez pour ça des applications sur votre smartphone que vous pouvez télécharger, comme par exemple celle qui s'appelle Respirelax. Et on vous conseille de faire des exercices donc plusieurs fois par jour. On vous conseille de le faire avec la notion de 3-6-5, comme 365 jours dans l'année, 3 fois par jour. Vous allez faire 6 respirations de 10 secondes, donc ça va faire 1 minute, et vous allez faire durer ça pendant 5 minutes. Et ça, voilà, ça fait un exercice que vous ferez 3 fois par jour. Et 3 fois par jour, vous allez faire cette bonne respiration. Et après le restant de la journée, vous respirerez normalement. Mais déjà, quand vous allez 3 fois par jour vous installer, rester bien droite et faire cette respiration, déjà, ça va vous faire du bien pour votre détente. Si vous êtes anxieuse, si vous êtes stressé, ça va vous faire du bien. Et puis, ça va commencer à mobiliser les zones opérées. Donc, n'hésitez pas à le faire, bien au contraire, c'est vraiment quelque chose de très important, la respiration, c'est vraiment le premier geste bonne santé. Et puis après, si par exemple vous allez marcher et que en marchant, eh bien, vous êtes dehors, qu'il fait beau, que vous avez envie de vous détendre, eh bien, refaites cette respiration. Et ce qui est intéressant dans cet exercice de cohérence cardiaque, c'est d'essayer d'avoir un temps d'inspire égal au temps d'expire. Parce que souvent, on arrive à souffler. Vous savez, on souffle les bougies, hein, donc on a du souffle. Mais souvent, on oublie d'inspirer à fond. Et dans la cohérence cardiaque, l'idée, et dans l'application Respirelax, c'est ce qui se passe, c'est d'arriver à avoir un temps d'expire et un temps d'inspire qui seront, les deux temps seront égaux. Et c'est ça qui va vous donner cette amplitude de respiration intéressante pour votre thorax, hein. Donc, ça, n'hésitez pas à le faire, c'est très important, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien et qui va déjà vous faire là aussi bouger, faire bouger vos muscles, faire bouger vos articulations et des zones opérées. Alors, on va parler du bras qui gonfle après l'intervention, parce que ça, souvent, ça fait partie aussi des idées reçues, des interdits, et puis du coup, ça vous fait éviter de faire des mouvements. Et voilà, il faut que vous compreniez vraiment tout ça, parce que ça, c'est le problème numéro un, qui fait partie des malentendus dans cette histoire de le fameux gros bras, le bras qui gonfle, l'exercice qui fait gonfler les bras, etc., etc. C'est vrai que beaucoup d'entre vous, après les interventions, vous avez le bras qui gonfle. Ça ne s'appelle pas un gros bras, ça n'est pas un lymphœdème. On va parler de lymphostase. Qu'est-ce que c'est qu'une stase? Qu'est-ce que c'est qu'un étang qui stagne? Vous savez, de l'eau qui stagne. L'eau qui stagne, c'est parce qu'il n'y a pas d'élimination de l'eau dans un étang, dans un jardin. Il y a de l'eau qui est là parce qu'elle s'est accumulée et qu'elle n'a pas pu être drainée. Eh bien, votre bras, après l'intervention, il se peut qu'effectivement, il soit un peu gonflé parce que votre bras, il a été immobilisé pendant la chirurgie. Au bloc opératoire, votre bras, il n'a pas bougé, il est resté immobile. Le chirurgien, il a opéré la région du sein, la région du creux de l'aisselle. Donc forcément, ce sont des zones de drainage du bras. Ensuite, après l'intervention, vous avez eu du mal à utiliser votre bras parce que votre bras, il ne s'est pas levé comme ça à la verticale tout de suite. Vos muscles n'ont plus joué leur rôle de pompe, parce que vous savez que les muscles, ça sert à aider le pompage au niveau veineux, mais aussi un peu au niveau lymphatique. Et puis peut-être que votre chirurgie au niveau du creux de l'aisselle, elle était un peu étendue. Mais pour toutes ces raisons-là, souvent après l'intervention, vous avez votre bras qui est lourd, vous le sentez un peu gonflé et peut-être qu'on va vous drainer le bras. Peut-être que votre kiné va vous drainer le bras. Mais on est bien d'accord que ça peut exister dans 98% des cas et dans 90%, vous voyez, c'est énorme, ça va régresser spontanément parce que votre bras,
il va recommencer à drainer naturellement parce que vous allez recommencer à le bouger. Faites le test même avec l'autre bras. Mais ne le faites pas en vrai, mais imaginez. Votre bras non opéré, vous le laissez une journée entière le long du corps sans le monter, sans le bouger. À la fin de la journée, vos doigts ils sont gonflés. Maintenant, vous avez tendance à avoir les jambes lourdes. Vous avez un métier où vous restez beaucoup debout en piétinant, ben, vos jambes vont gonfler. Donc, retenez ça pour le bras qui gonfle après l'intervention. Souvent, le bras qui gonfle après l'intervention, c'est exactement comme vos jambes qui gonflent parce que vous piétinez. Ça n'est pas un lymphœdème. Donc déjà, vous oubliez cette idée que ça y est, le lymphœdème est arrivé. Première chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour traiter cette lymphostase? On va drainer en manuel, ça c'est sûr, le kiné va vous drainer, mais juste le temps que cet œdème disparaisse. Ensuite, vous allez vous redresser parce que plus vous refermez la zone opérée avec l'attitude de protection du sein, plus vous empêchez le drainage du membre supérieur. Vous allez mettre votre bras en l'air dans la journée petit à petit parce que peut-être qu'on verra après, il y a des restrictions au niveau de l'amplitude du bras par rapport aux cicatrices, par rapport aux sutures. Vous allez faire travailler vos muscles, vous allez vous servir de votre bras, pas trop, mais vous allez éviter de le mettre complètement au repos, ce bras. Vous allez pouvoir vous en servir un petit peu. Et tout ça, ça va faire que ça va drainer votre bras. D'accord? Et qu'on ne sera pas. Alors, il y a Christine qui dit à chaque fois que je fais de l'exercice, yoga, marche, j'ai des œdèmes qui reviennent sous l'aisselle. Oui, mais peut-être que cet œdème sous l'aisselle, c'est aussi parce que quand vous faites du yoga peut-être trop fort ou sans progression, quand vous marchez, peut-être que vous ne levez pas suffisamment les bras quand vous marchez. Et comme ce sont des zones qui ont été opérées, mais comme toutes les zones opérées, il y a de l'œdème qui s'installe. Et ce n'est pas un lymphœdème et ce n'est pas quelque chose qui doit vous empêcher de bouger davantage. Mais ça se comprend que ça revienne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on voit avec son kiné, on cherche pourquoi ça gonfle à tel et tel niveau. Et puis, quand on fait du yoga, on s'étire après. Quand on fait de la marche, on lève les bras. Et comme ça va drainer des zones qui sont un petit peu congestionnées. Alors, C'est tout. Jocelyne, je, Oui, je me permets d'intervenir. Il y a justement un mail dans ce sens, oui, qui pose pas mal de questions justement oui, sur le sujet dont tu es en train de parler, les gros bras, etc. oui, C'est une personne qui a été opérée en 2017 et oui, qui a eu un curage axillaire. oui. Elle aimerait donc savoir, son bras côté curage est plus fatigable, avec parfois des douleurs importantes dans l'épaule et qui durent plusieurs heures lorsque je force un peu. Donc Oui. elle demande si c'est grave. Et ben voilà, alors là, c'est très bien parce que ça, il y a deux choses. Là, je vais expliquer déjà l'idée. Alors, elle dit, c'est intéressant la façon dont elle le dit, dès que Mmh, je force un peu. oui, Voilà. Et ça, pour moi, c'est la phrase clé. Qu'est-ce que ça veut dire forcer? Ça veut dire aller au-delà de ses limites, des limites du bras. d'accord, Et pour qu'elle n'ait plus mal, cette personne-là, il faudrait qu'elle fasse du réentraînement à l'effort de son bras. C'est-à-dire que pour que son bras ne, résiste quand elle force, eh bien, il faut l'entraîner. De cette façon-là, elle dira plus je force, elle dira mon bras a récupéré de la force, mes muscles sont revenus, mon bras est solide et je peux lui faire faire des actions de la vie quotidienne ou de l'activité physique et mon bras ne va pas me faire mal, ne va pas gonfler parce que je lui ai fait récupérer et sa force et sa capacité à absorber un effort. À chaque d'accord, fois qu'une femme qui a été opérée du sein me dit mon bras gonfle ou j'ai mal ou ceci, cela, c'est parce que ce qu'elle a demandé à son bras est trop important par rapport à son niveau de la condition physique de son bras. Et ça, il faut que, pour vous, ça doit être capital à comprendre. Et c'est pour ça que moi, je dis, mes patientes sont des sportives blessées. C'est-à-dire que quand j'ai été blessée, quand je suis n'importe qui, un sportif, une femme opérée du sein, n'importe quelle personne
qui perd de sa condition physique à cause d'une opération, si j'en demande trop, trop vite à ma région opérée, elle va pas aimer, elle va gonfler, elle va avoir mal. C'est pour ça qu'on fait de la rééducation, qu'on fait du rentraînement à l'effort, que les grands sportifs, ils font en progression des tas d'exercices pour revenir dans leurs conditions physiques au top et refaire les Jeux Olympiques, un match de foot entier, etc., etc. D'accord? Alors, oui, alors Jocelyne, justement, donc cette personne, donc c'est Lucie. Oui. Il y a vraiment beaucoup de questions dans son mail. Oui. En quelques mots, elle a fait une double mastectomie préventive à 30 ans en 2017. Et c'est à Oui. cette occasion que le cancer a été retrouvé fortuitement. Et donc, D'accord. elle a eu, voilà, dans ce contexte, le recours au curage axillaire. Donc Oui. voilà, pour elle maintenant tout va bien de ce qu'elle nous dit, mais voilà, elle voulait, voilà, il y a le poids qu'elle ne sait pas combien, quel est le poids maximum qu'elle peut porter après le curage, si elle peut Alors, faire du sport. oui, Euh, bah, ça c'est tout ce que je voudrais dire mm, et c'est vraiment tout ça que, enfin, c'est vraiment toutes ces questions-là qu'il faut absolument, auxquelles il faut absolument apporter des réponses. Donc, d'accord. déjà, une chose extrêmement importante dans ce contexte d'explication du bras et du fameux curage axillaire. Alors, une chose, voilà, j'ai mis ce schéma-là sur la diapo et ça, c'est extrêmement important à comprendre euh, pour, euh, pour toutes les femmes qui ont eu ce fameux curage axillaire. Le mot curage axillaire, c'est un mot qui paraît énorme, qui fait peur. Il faut bien que vous compreniez ce qui s'est passé, mesdames, c'est extrêmement important. Dans l'état actuel des choses aujourd'hui, avec des chirurgiens qui sont formés et qui sont compétents. Les ganglions que l'on a retirés, ce sont des ganglions, alors la question va être posée comme ça, du bras ou du sein. Essayez de répondre par vous, dans votre tête et puis écrivez-le sur le chat. Quand on vous a fait un curage axillaire, on vous a retiré les ganglions du sein ou du bras? Euh, Alors, il y en a une qui me dit du bras, il y en a une qui me dit du sein. Allez-y, continuez à répondre, s'il vous plaît, mesdames. J'en bon, ai de deux côtés qui répondent du bras, du sein, entre le sein et le bras, les ganglions du bras. Bon, stop, c'est bon, super. Merci, mesdames. On ne vous a pas retiré les ganglions du bras. Parce qu'aujourd'hui, les chirurgiens, ils savent que si on touche aux ganglions du bras, on risque d'entraîner effectivement, dans les années qui suivent, on risque d'entraîner un lymphœdème du bras. Le problème, les cellules malignes, ils étaient où? Dans les doigts ou dans le sein? Elles étaient dans le sein. Quand on retire les ganglions, on retire les ganglions sur le trajet du drainage du cancer. Et on va retirer les ganglions du sein. Regardez ce schéma ici. Vous avez le sein. Vous voyez les petits tracés verts, ce sont les voies lymphatiques. Vous voyez les ganglions qui sont là, ce sont les ganglions qui drainent le sein. Et donc, la chirurgie du creux de l'aisselle aujourd'hui dans un cancer du sein, c'est la chirurgie des ganglions du sein. Les ganglions du bras, ils sont beaucoup plus hauts dans le creux de l'aisselle. Et je vous ai même mis ici, regardez. Alors, c'est peut-être le schéma de la diapo suivante. Voilà, regardez. Je vous ai mis ici ce que les chirurgiens connaissent très bien et qui s'appelle des niveaux de Berg. Je vous explique ça parce que c'est important que vous compreniez la situation. Le sein se draine vers la partie externe, vers le creux de l'aisselle pour les cadrans externes et avec les cadrans internes sont drainés vers le sternum. Bon. La plupart du temps, on fait un curage axillaire qui va emporter les ganglions du sein. Regardez la chaîne ganglionnaire du bras, autrement dit les vaisseaux qui drainent le bras, ils ont des ganglions qui sont dans le bras, mais qui sont dans le creux de l'aisselle au-dessus des ganglions du sein. Et le chirurgien, il a pour se repérer et distinguer les ganglions du sein des ganglions du bras, il a des niveaux qu'on appelle les niveaux de Berg. Et ces niveaux, je repasse à la diapo précédente, il les repère par rapport au muscle pectoral et par rapport à la veine axillaire. Et le chirurgien qui est formé, qui est bien intentionné, qui sait qu'il ne faut pas faire n'importe quoi,
il ne va pas vous retirer les ganglions du bras. Il va chercher à retirer les ganglions de l'aisselle, mais du sein. Or, pour nous, pour vous les femmes qui ne connaissez pas l'anatomie du creux de l'aisselle, et c'est normal, qui est-ce qui connaît l'anatomie du creux de l'aisselle aujourd'hui, à part les chirurgiens et les kinés qui drainent? Personne. Et donc, on vous dit curage axillaire. Eh bien, forcément, vous pensez aisselle, vous pensez bras. Mais sachez qu'aujourd'hui, en France, un curage axillaire enlève la partie basse de tous ces niveaux de Berg, donc le niveau 1, c'est la partie la plus basse, et la partie basse du niveau 2. Mais très rarement, on va dans le niveau 2, partie haute, et dans le niveau 3 qui est encore plus haut. Parce que là, on sait qu'on fait on met en danger les ganglions du bras. Et pourquoi le chirurgien, il vous dit, on vous a retiré toute la chaîne ganglionnaire? Mais la chaîne ganglionnaire, ça ne veut rien dire, c'est la chaîne ganglionnaire du sein qu'il faudrait vous dire. Mais pourquoi ils ne vous disent pas précisément les choses? Mais parce que malheureusement, parfois, ils ont touché un peu des ganglions du bras parce qu'ils sont un peu plus haut, ils sont allés plus haut parce qu'il fallait faire un curage étendu. Mais voyez, mais la plupart du temps, donc ils restent un peu dans le flou, mais la plupart du temps, ils ont retiré les ganglions du sein. Et il n'y a pas de raison d'aller retirer les ganglions du bras. Conclusion, et voyez dans vos réponses, voyez toutes les réponses où vous mettez les ganglions du bras, eh bien c'est sûr que vous êtes beaucoup plus, comment dire, réticente à bouger le bras. Parce que, et c'est normal, vous avez peur que du coup, votre bras gonfle à cause de ça. La radiothérapie large endommage les ganglions restants, me dit Anne, mais ça dépend de l'irradiation et ça dépend vraiment de comment on va doser comment ça va doser au niveau de l'irradiation, comment le radiothérapeute va doser et quel ganglion il va toucher, parce que souvent, ça va être des ganglions, là encore, du sein. Vous voyez, donc, et c'est pour ça, voilà, Odile dit, voilà pourquoi le sein gonfle après la tumorectomie et l'ablation des ganglions du sein. Bah oui, là, oui, le sein va gonfler. Mais le bras, moi j'ai des patientes, ça fait... Alors, ça aussi, c'est une notion importante qui devrait vous rassurer, mesdames. Quand, imaginons, vous pensez qu'on vous a retiré les ganglions du bras. OK. 1 an après, le bras, il n'a toujours pas gonflé. Alors, dites-moi, par où passe le drainage? Bah, il passe. Donc, c'est bien qu'on n'a pas endommagé les voies du bras. Vous voyez, c'est important, ça, cette notion-là. Donc, déjà, soyez rassurés, la plupart du temps, on vous a retiré les ganglions du sein. Ensuite, pourquoi nous dit-on, il y a Marie qui dit, pourquoi nous dit-on de faire attention si on se blesse le bras, problème d'infection? Eh bien, parce que ça fait partie des idées reçues. Je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui, on ne dit plus qu'il ne faut plus prendre l'attention du côté du bras opéré. On ne devrait plus dire qu'il ne faut plus faire de piqûres du côté du bras opéré. Ça a été démontré qu'il n'y avait aucune relation entre prendre l'attention et l'apparition d'un lymphœdème, entre faire une prise de sang et l'apparition d'un lymphœdème. Donc ça, c'est fini. Et ça a été démontré. Mais ce sont des idées reçues, malheureusement, qui persistent. Donc Anne me dit, donc le gonflement du sein après opération et 2 ponctions nécessaires n'induit pas forcément un risque plus élevé de gros bras, mais pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Alors, écoutez-moi bien parce que là, il y a des questions qui arrivent sur le fait de porter des poids. Donc, on résume. Le bras, il est indemne dans la majorité des cas parce que malheureusement, effectivement, il y a toujours des femmes qui ont malheureusement des curages qu'on appelle des curages étendus. Des curages étendus, c'est qu'on va aller très haut parce que malheureusement, le cancer était parti très loin dans le creux de l'aisselle. Et il y a un moment où il faut nettoyer le creux de l'aisselle. Donc, il peut y avoir malheureusement des ganglions du bras qui sera atteint et retiré. Mais c'est vraiment de plus en plus rare. Alors, pourquoi Hélène dit pourquoi l'anesthésiste n'a pas voulu piquer mon bras parce qu'il gonflait un peu? Mais parce que vous savez, en médecine, les idées reçues, c'est encore quelque chose de tenace. Rappelez-vous, il y a quelques années, on a fait des slogans à la télé,
quasiment des pubs en disant les antibiotiques, c'est pas automatique. Vous vous souvenez de ça? Les antibiotiques, c'est pas automatique. On a été forcé de faire des slogans pour dire aux gens ne demandez pas tout le temps des antibiotiques à votre médecin, ça sert à rien parfois, souvent. Et, et même aux médecins, arrêtez de prescrire des antibiotiques à tout va, ça sert à rien quand c'est un virus. Mais vous vous rendez compte qu'il a fallu faire des pubs à la télé pour changer les idées reçues. Eh bien, dans le contexte du lymphœdème du bras, on en est encore là. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand une femme me dit j'ai peur de faire une piqûre dans le bras parce que j'ai eu un curage axillaire, mais je ne vais pas lui dire mais allez-y, allez-y, allez-y. Je vais respecter sa crainte. À la limite, c'est pas grave si la piqûre on le fait de l'autre côté, parce que je veux pas non plus que s'il se passait quelque chose d'autre qui va faire qu'elle va avoir un lymphœdème, parce qu'on sait les autres choses qui vont amener le lymphœdème. Hein. Je ne voudrais pas qu'elle dise c'est de votre faute parce que je suis allée, je vous ai écouté, je me suis fait piquer dans le bras. Vous voyez, parfois on est quand même prudent parce qu'on a vite fait, souvent les femmes vont avoir vite fait et puis nous tous, hein, de trouver une cause pratique. Donc, je continue mon explication. Pourquoi on vous a dit de ne pas porter des poids? Alors, j'ai fait une diapo comme ça. Pourquoi ne pas porter? Pourquoi on vous dit, des fois vous dites, je ne dois pas porter plus de 5 kilos. Des fois vous dites, je ne dois pas porter un pack d'eau. Je ne dois pas m'appuyer sur mon bras. Alors, qu'on soit bien clair, ce que vous devez comprendre, c'est tant que votre bras n'est pas entraîné à porter un poids, à s'appuyer dessus et a fortiori à porter 5 kilos, 10 kilos, un pack d'eau. Un pack d'eau, c'est vachement lourd hein, pour un bras féminin. Eh bien, tant que votre bras n'est pas musculairement parlant capable de porter un poids, oui, c'est sûr qu'il faut éviter de porter parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre condition physique de votre bras ne sera pas capable de porter un poids assez fort parce que les muscles ont été affaiblis par la chirurgie. Vous êtes une sportive blessée. Et surtout, pourquoi le chirurgien vous dit ne pas porter? Ne pas porter votre enfant, ne pas porter un sac de course? Parce que lui, il pense à quoi? Il ne pense pas forcément au lymphœdème dans l'état actuel des choses aujourd'hui, mais il pense à tout ce qu'il a suturé, aux cicatrices, aux voies d'abord qui ont coupé des petits vaisseaux lymphatiques et qui risquent, si vous faites un geste un peu violent parce que vous portez trop lourd, les petits vaisseaux lymphatiques, ils vont continuer à écouler de la lymphe, ce qu'on appelle une lymphorée, et qui va faire un risque de lymphocèle, c'est-à-dire une poche de lymphe. Vous voyez? Donc, le chirurgien, lui, il voit ces sutures. Donc, les sutures, on les respecte en ne faisant pas de gestes qui vont les mettre en tension. Donc, on ne porte pas, on ne s'appuie pas sur le bras. Mais du point de vue du lymphœdème, la question ne se pose pas. La question, c'est, vous devez respecter vos muscles qui ont été affaiblis par la chirurgie, par la chimio en plus, par la radiothérapie peut-être, et vous devez les renforcer progressivement. Et comme ça, ils vont reprendre de la force, ils vont s'adapter au poids que l'on leur impose, aux charges qu'on leur impose, et le bras ne gonflera pas parce que vos muscles seront entraînés. Et ce n'est pas en rapport avec les ganglions. Alors, il y a Johanna qui dit comment faire lorsqu'on est aide-soignante et que l'on doit porter des patients de 90 kilos plusieurs fois par jour? Je n'ai pas encore repris le travail. Très bonne question, Johanna. Qu'est-ce que vous devez faire, Johanna? Eh bien, vous devez tous les jours, et ça, c'est votre kiné qui doit vous faire ça, vous devez renforcer vos bras avec des élastiques, avec des exercices. Vous devez faire de la gym où vous allez vous mettre sur vos bras. Alors, tout à l'heure, je réponds à la question par rapport au gainage. Vous devez faire des gainages, mais des gainages qui sont alternatifs, c'est-à-dire je suis en gainage, je respire, je relâche, j'y retourne, je relâche, et pas des gainages qui durent 30 secondes, 10 minutes, 20 minutes, où on fait des challenges qui sont débiles sur Internet parce que vous congestionnez votre bras. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est plutôt je gaine, j'arrête, je respire, je gaine, je recommence, j'arrête.
Comme ça, je fais un pompage au niveau de mon système lymphatique. Donc, quand on soulève 90 kilos des patients plusieurs fois par jour, on ne retourne pas à son travail tant qu'on n'est pas capable d'avoir remusclé ses bras, mais pas seulement ses bras. Comment on porte un patient de 90 kilos? On porte avec ses jambes, on porte avec sa respiration, on porte avec son ventre gainé. Et c'est tout ça qui se réapprend avec le kiné. Quand on dit au kiné, j'ai été opéré du sein, j'ai été opéré du creux de l'aisselle, je suis aide-soignante, je soulève des patients, eh bien, le rôle du kiné, c'est de vous remuscler pour récupérer de la force et de la condition physique pour faire votre métier qui est difficile. Mais c'est sûr que si vous y allez du jour au lendemain, que ça fait je ne sais pas combien de temps que vous avez été arrêté et que vous avez arrêté votre entraînement, eh bien c'est sûr que si du jour au lendemain vous recommencez à travailler sans remusculation de votre bras, eh bien vous allez vous faire mal et vous allez avoir des tendinites, vous allez avoir de l'œdème parce que tout d'un coup la charge de travail sera trop importante. D'accord? Donc il faut absolument, absolument, absolument récupérer vos muscles et là, vous pourrez porter tout ce que vous voulez. Il a été démontré que des femmes qui étaient soumises à des entraînements d'haltérophilie ne présentaient pas plus de lymphœdème que les autres après un cancer du sein. Pourquoi? Parce qu'on les avait entraînées progressivement. C'est extrêmement important cette notion de progression. Et là, pareil pour l'appui sur le bras, pareil pour les efforts répétitifs. Il y a des patientes qui me disent, je suis sortie de l'hôpital et mon bras a gonflé. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah j'ai repassé, j'avais du repassage en retard. Et vous avez repassé combien de temps? Ben, j'ai repassé 2 heures. Ben, 2 heures pour moi, c'est les Jeux Olympiques, c'est trop fort. Vous veniez d'être opéré. Donc, en étant opéré, si vous faites un geste répétitif en plus, regardez comment on est pour repasser. On a le bras en bas, on a la main serrée, mais c'est dramatique pour le bras juste après l'opération. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire à cette femme qui a gonflé à cause du repassage? Il faut lui dire, la prochaine fois que vous repasserez, eh bien, vous allez repasser un quart d'heure, tirer vos bras là-haut en l'air, puis repasser un quart d'heure, étirez vos bras, vous étirez. Voyez? Et comme ça, eh bien, vous aurez une espèce de pompage de vos muscles, de votre drainage, qui sera peut-être un petit peu défaillant parce que vous venez d'être opéré, mais vous allez récupérer. Voyez? Donc, alors, il y a plein de choses qui sont posées là. J'ai été opérée la semaine dernière, on m'a dit d'arrêter les piqûres et la tension du côté opéré. Oui, parce que c'est encore dans les esprits, mais à la limite, votre bras, il a été opéré, donc c'est pas la peine non plus de lui faire subir trop de choses, mais on sait maintenant que c'est pas ça qui va entraîner le lymphœdème. Je me suis coupée une fois du bras du côté opéré, j'ai eu un gonflement autour de la zone pendant une semaine, parce que quand on se coupe, ça gonfle. Voyez? Et puis parce que votre bras, il est peut-être pas aussi mobile qu'avant. C'est pas, si vous voulez, c'est pas parce que il manque des ganglions au bras, c'est parce que votre bras bouge moins, parce que les ganglions du bras, dans la majorité des cas, ils sont là. Donc, alors vous voyez, je m'excite un petit peu parce que ce qui m'embête, c'est qu'il y ait autant d'idées reçues. Alors, justement, spectateur anonyme, où se trouve le ganglion sentinelle? Bah, le ganglion sentinelle, c'est justement le premier ganglion dans le drainage du sein. Et donc, c'est un ganglion qui est très bas situé dans la chaîne du sein. Et quand, en général, on retire le ganglion sentinelle, il y a très peu de risque de lymphœdème parce qu'on est resté vraiment très bas dans le creux de l'aisselle. Et là, ça me permet de faire la jonction avec une autre notion qui est extrêmement importante, c'est que qu'est-ce qui apporte le lymphœdème? Parce que vous allez me dire, il y en a quand même des femmes qui ont des lymphœdèmes. Eh bien, celles qui ont des lymphœdèmes, et en général des lymphœdèmes qui arrivent 1 an, 2 ans, voire 5 ans après l'intervention, qu'on soit bien clair entre nous, un lymphœdème qui arrive 5 ans ou 2 ans, allez, on va dire 2 ans après la chirurgie initiale. Comment ça se fait que ça a drainé pendant 2 ans et que tout d'un coup, ça ne draine plus? C'est une bonne question quand même. Ben, qu'est-ce qui s'est passé?
au bout de 2 ans, au bout de 5 ans. Eh bien, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que si ça drainait jusqu'à présent et qu'au bout de 2 ans, ça commence à ne plus drainer, eh bien, c'est que on a laissé le creux de l'aisselle sans raidir parce que quand même, il y a eu une chirurgie, il y a eu des cicatrices, donc de la fibrose, des cicatrices internes dans le creux de l'aisselle, et ça a pu gêner des circuits qui étaient épargnés. Comment on fait pour éviter ça? On s'étire toute sa vie. Mais vous savez, pas simplement vous, mesdames, parce que vous avez été opérées du sein. Tout le monde devrait s'étirer toute sa vie. Faites lever les bras à des personnes qui sont plus toutes jeunes, mais aux alentours de 60 ans, hein, et qui travaillent assises. Elles ont des problèmes d'épaule parce qu'elles ne s'étirent pas tous les jours. Alors quand en plus il y a une cicatrice, bah, c'est sûr que ça donne des bonnes raisons d'avoir des zones raides. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une femme qui vieillit et surtout quand elle a eu chimio, hormonaux, etc. Eh bien, elle a perdu du muscle, donc elle prend du poids. Et le poids, il va se fixer dans le haut du corps quand on vieillit. Alors que quand on est jeune, c'est plutôt les hanches, les fesses, etc. Eh bien, c'est pareil. L'excès de graisse dans un bras va gêner la circulation lymphatique. Encore l'autre jour, j'ai eu une patiente, ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vue. Elle m'appelle, elle me dit, Jocelyne, ça y est, j'ai un gros bras. Je lui dis, ben, venez, venez vite. Parce qu'en plus, elle devait se faire reconstruire. Je la vois, elle arrive. C'est une femme qui est bien ronde, hein, mais qui avait vraiment perdu du poids pendant un moment. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé récemment qui a fait que votre bras a gonflé? Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Le confinement, Jocelyne. Le confinement. Le confinement, pour tout le monde, ça a été moins d'activité physique, plus de poids. Eh bien, son lymphœdème qui démarrait, il a été géré, mais en quelques séances. Mais pourquoi? Pas parce que, bien sûr, je l'ai drainé un petit peu, mais qu'est-ce que je lui ai dit surtout? Je lui ai dit, dites donc, allez hop, on recommence à gérer son poids parce que vous aviez bien réussi la première fois, vous recommencez à faire attention. Et alors, activité physique, vous avez oublié, allez, on y retourne. Et là, comme elle se faisait reconstruire avec un DIEP, il a fallu qu'elle se dépêche. Elle n'a pas perdu son ventre pour autant, et tant mieux pour le DIEP, qui maintenant lui a fait un ventre plat. Et ben, son bras, le début de lymphœdème, mais il s'est géré en même pas 3 semaines, parce que son bras, il gonflait à cause du manque d'activité physique et à cause de la prise de poids. Et il faut surtout agir à ce moment-là. Et là, elle a été opérée, donc elle est quand même restée 5 heures au bloc avec le bras bien immobile. Le lymphœdème, il n'est pas revenu, il est impeccable. Son bras, il est impeccable. Et puis là, bon, alors là, du coup, elle fait moins d'activité physique avec le bras parce qu'elle a été opérée d'un diabète, mais elle marche tous les jours. Elle fait attention à ce qu'elle mange. Elle a rechangé son alimentation. Vous voyez, il faut bien voir les choses clairement. Quand un bras gonfle à distance, s'il a drainé jusqu'à présent, c'est que le système lymphatique, il est bon. Par contre, il y a des choses qui sont venues l'abîmer en plus. Le vieillissement des circuits, le vieillissement du creux de l'aisselle, l'enraidissement. La graisse qui s'installe dans le haut du corps, le manque d'activité physique, le manque de muscles. Il y a toujours Ouais, Lucie qui avait donc beaucoup de questions dans son mail. Il y en ouais, a une notamment qui, je pense, vous n'avez pas tout à fait encore. Enfin voilà. ouais. Elle nous dit que l'été, je sens ma main et mon bras et qui gonflent un peu et cela est toujours très stressant. Est-ce que c'est normal? Oui, oui, je dirais c'est normal parce que là encore, alors, même si les ganglions sont restés en place, les ganglions du membre supérieur, le bras, c'est quand même un bras qui a été opéré, qui a été affaibli. Il ne bouge pas normalement comme un bras à qui on fait faire n'importe quoi. Et c'est vrai que quand on a moins d'activité musculaire, quand on a un bras qui est beaucoup plus faible, eh bien, quand il fait chaud, bah, ça gonfle. C'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut surtout pas s'inquiéter. Mais il faut se dire, je ne l'ai pas assez bougé. Peut-être que le chaud, bah, de toute façon, c'est pas bon, ça fait gonfler les jambes aussi, le chaud. Eh bien, je vais mettre du froid, je vais me prendre une petite douche fraîche, je vais bien bouger mon bras quand il fait chaud, etc., etc. Il faut exactement raisonner comme quand vous avez les jambes qui gonflent. Les jambes qui gonflent, c'est parce qu'on les a mises au chaud, c'est en été, on a piétiné. Eh bien, moi, je dis à mes patientes, vous avez piétiné avec votre bras.
eh bien, bougez votre bras, mobilisez votre bras, évitez les sources chaudes sans qu'il y ait après du froid. Par exemple, on ne doit plus dire à une femme qui a eu un curage axillaire de plus aller au sauna, parce que ce n'est pas ça qui va apporter le lymphœdème. Mais on doit lui dire, quand vous allez au sauna, et c'est ce que font les Suédois, quand ils vont au sauna, qu'est-ce qu'ils font après? Ils se jettent dans la neige, parce que c'est l'action concomitante du chaud et du froid qui donne un afflux de circulation sanguine. Mais quand vous allez au sauna, mettez du frais après sur l'ensemble du corps. Et si ça ne vous plaît pas, parce que c'est pas drôle, ben, au moins faites-le sur le bras. Mais c'est jamais un sauna qui va vous apporter le gros bras. Par contre, si vous passez, quand vous allez à la piscine, vous avez une piscine où vous avez un sauna, vous avez un jacuzzi et vous avez la piscine. Dans certaines régions de France, il y a des beaux centres aquatiques comme ça. Eh bien, je suis désolée de le dire, mais qui vous voyez dans le jacuzzi et dans le sauna que vous ne voyez pas dans la piscine? Ben, souvent des petites dames un peu rondelettes qui pensent que le sauna va leur faire perdre la graisse et que le jacuzzi en massant, ça va faire perdre la graisse. Mais ces femmes-là, moi, je préférerais les voir à faire des longueurs parce que ça les ferait mincir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si j'ai à choisir entre le sauna, le jacuzzi et la piscine, je choisis la piscine. Si j'ai vraiment envie de me faire plaisir parce que j'aime le sauna, je vais au sauna, mais après, je vais me faire masser au jacuzzi, mais le bras peut-être. Mais surtout, je vais faire des longueurs à la piscine parce que c'est ça qui va être le plus bénéfique pour ma santé et pour ma silhouette et donc pour mon bras. Vous voyez, il faut vraiment replacer les choses dans leur contexte. Bien sûr que le chaud va faire gonfler un bras qui n'est pas très en forme, parce que malgré tout, votre bras, il a été opéré. N'oubliez jamais qu'en rapport avec le bras, il y a le sein, il y a l'omoplate. Mais si vous faites de l'activité physique, donc j'ai dû vous mettre voilà, une petite image comme ça. Pour moi, la rééducation des femmes opérées du sein, c'est ça. C'est du muscle avec des élastiques. On draine que quand il y a besoin, parce que regardez ce que j'aime pas moi dans ce dessin. Moi j'adore ces dessins, hein. C'est Emmanuelle Terrasse qui est une illustratrice qui a fait des jolis dessins. Mais là, cette femme, regardez, elle fait rien, elle est passive. Et je dis pas que faut pas se faire masser, faut pas que le kiné vous fasse du bien. Moi j'aime bien faire du bien à mes patientes. Mais ce que je veux dire, c'est que si la kiné se résume à ça, eh ben le kiné, c'est pas bon, c'est pas sérieux. Il faut que le kiné vous fasse du bien quand vous en avez besoin. Alors moi, je draine volontairement, volontiers quand une femme a un petit souci. Mais il faut que ça s'accompagne à la maison d'exercices, du rameur, là, vous voyez, cette patiente que j'adore, qui rame, des exercices où on est en appui sur le bras. Il faut que c'est ça qui va vraiment vous faire du bien pour longtemps, pour l'avenir. C'est pas de vous Alors, drainer et de vous laisser passive. alors, Vous voyez? Jocelyne, Oui, je reviens avec deux questions. Ensuite, il est oui, midi, donc on va oui, devoir oui, trouver une conclusion à ce oui, oui. webinaire. Alors, il y a tout de même une question toujours de Lucie qui, je pense, est intéressante que je vous pose. Ouais. Elle dit que parfois, elle ressent comme des pointes de douleur très brèves au niveau de certains doigts côté curage, ou alors une sorte d'engourdissement tout aussi bref. À quoi Oui, cela est-il dû? Dois-je m'en inquiéter? oui. Alors, voyez en fait, ce qui est dommage, quand une femme est opérée du sein et du creux de l'aisselle, on devrait lui expliquer l'anatomie. Parce que quand vous me dites fourmillement, c'est ça, petite douleur, redis-moi le nom exact, le mot exact. Alors, le mot exact, elle ressent des pointes de douleur très Voilà, brèves des dans pointes de certains douleur. doigts et Voilà, un voilà. engourdissement. Il y a les deux. Voilà. Alors, les pointes de douleur très brèves, ça, c'est ce qu'on appelle des. En fait, c'est un peu comme des neuropathies. C'est-à-dire que, en fait, quand on est comme ça, en parlant de pointes de douleur dans les doigts, ça n'a rien à voir avec le lymphatique. Un lymphatique donne pas des douleurs comme ça. Le système lymphatique donne pas des douleurs comme ça. Ce qui donne des douleurs comme ça, ce sont les nerfs. Et les nerfs, ils ont toutes les raisons d'avoir été malmenés au niveau du creux de l'aisselle. Parfois, c'est au niveau du cou. Et ça, il faut plutôt aller chercher dans l'assouplissement de toute la région du creux de l'aisselle et du dessous du bras, parce qu'il y a eu des cicatrices et que ça a pu gêner les nerfs du membre supérieur. Rien à voir avec le système lymphatique. Et l'engourdissement, du moment que elle dit qu'il y a ces douleurs un peu un type d'irradiation, eh bien là aussi, c'est plutôt, ça me fait penser aux nerfs. Et là, on va chercher du côté de la posture des cervicales,
parce que comme tout le monde, les femmes opérées du sein, et peut-être plus que les autres, du fait que l'opération perturbe l'attitude de l'épaule, elles peuvent avoir des douleurs cervicales. Donc, on va traiter les cervicales, on va éduquer une bonne posture au niveau cervical, et puis on va traiter le creux de l'aisselle au niveau de la souplesse, parce que là, il y a des nerfs qui passent, et des nerfs qui vont jusqu'au doigt. Et ça n'a rien à voir avec les ganglions. Mais malheureusement, les femmes opérées du sein, on leur a tellement parlé de ce curage, avec ce gros mot curage axillaire, tout ce qui est en rapport avec le bras est ramené au curage. Et regardez, souvent, la chirurgie, elle donne des douleurs dans le dessous de bras. Et les femmes, elles associent dessous de bras, curage. Non, le dessous de bras, c'est en rapport avec les nerfs qui viennent de la moelle épinière et qui passent dans le creux de l'aisselle et qui sont malmenés aussi. Alors donc, il y a une question, Oui, Laetitia, elle dit, pouvons-nous nous permettre d'aller à la mer et bronzer un peu? Mais oui, du moment que tout à vous fait. protégez votre peau, parce que le soleil, c'est pas bon pour la peau, et du moment que vous grillez pas au soleil, parce que ça, c'est bon pour personne. Mais bien Il y a sûr, bronzer un peu, puis aller. Alors par contre, aller nager dans l'eau, aller bouger dans l'eau, ça sera vraiment du bénéfice pour votre bras. Il y Pardon, a hein. aussi Geneviève qui pose une question. Elle a été opérée en 2017 et son bras Oui, a déjà été affaibli suite à un accident de voiture avec oui, 4 fractures. Et depuis oui, l'opération du sein, elle a encore moins de force dans ce bras. Donc, elle veut une confirmation si ça vient bien des muscles. mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, quand on a eu des accidents au niveau du bras et qu'il y a eu l'intervention, eh ben, j'espère qu'elle a un kiné qui va lui refaire des bras de sportive. Il y a Elena aussi qui intervient par ah, les questions sautent. Qui intervient. Elle dit qu'il y a 2 mois, elle a eu une ablation reconstruction mammaire immédiate des 2 seins à titre prophylactique et je récupère progressivement. Mais j'ai encore du mal à étirer mes bras. Je n'arrive pas du tout à faire le fameux chandelier de Jocelyne sur un mur. Est-ce normal? Oui, 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 c'est normal. Alors, j'ai un petit dessin, tout ça, on le reverra la fois prochaine. Euh, quand, si vous n'arrivez pas à faire le chandelier contre le mur, je vous montre le petit. Euh, voilà, il faut mettre un petit coussin. Ce qui est très important si vous voulez récupérer, il faut mettre un petit coussin entre la main et le mur. Et le point le plus important quand on veut récupérer de la souplesse du pectoral, c'est d'écraser ce coussin. Voilà. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que l'étirement, vous le fassiez avec vos propres muscles, c'est-à-dire les muscles postérieurs, les muscles arrière de l'épaule. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Si vous êtes juste, je me pose et puis j'attends que ça se passe, il ne va pas y avoir de progrès. Il faut que vous arriviez à combler l'espace entre le mur et votre main, peu importe s'il est important cet espace, mais à chaque fois que vous allez souffler, vous allez pousser contre le coussin. Et là, vous allez voir que ça va récupérer millimètre par millimètre, mais ça va récupérer. Il y a Marlène qui demande aussi, quand les nerfs de l'aisselle sont touchés, que faut-il faire? Kiné, sport? Alors, d'abord, quand il y a une lésion, de toute façon, il faut, parce que toucher en kiné, nous, on entend, il y a de la fibrose autour qui gêne le glissement des nerfs. Et ça veut dire que le kiné, il va assouplir la zone. Donc, il faut d'abord aller chez le kiné et le kiné doit donner des exercices à faire à la maison parce que, comme je dis souvent à mes patientes, tout le monde se recroqueville, tout le monde est beaucoup trop en position assise et tout le monde sur la terre a tendance à se recroqueviller. Donc, on devrait tous et toutes faire des étirements, on devrait tous et toutes faire de la souplesse et donc dans nos épaules en particulier. Et donc, quand il y a les nerfs qui sont malmenés par la chirurgie, on va d'abord les étirer avec le kiné qui va masser. Ensuite, le kiné va donner des exercices à la maison et ensuite, l'activité physique va compléter les exercices à la maison parce qu'on va se muscler. Et là, un point important, et ça sera peut-être la conclusion, il faut que vos activités physiques soient dans le sens de l'ouverture. Là, par exemple, je vois Annabelle qui pose une question et Annabelle, elle dit, elle fait du canoë. Piscine et canoë.
Alors, Yoga, piscine et canoë. voilà, J'allais venir dessus. voilà. Eh bien, yoga, piscine et canoë. Moi, j'ai envie de dire à Laetitia, c'est ça, c'est Laetitia? J'ai Anne, je crois que c'est Annabelle, Anna ou Annabelle, Anaël, j'ai pas le prénom en Annabelle, entier. voilà. Mmh. J'ai envie de lui dire qu'elle regarde comment ses bras travaillent en yoga, en piscine et canoë. Pareil, je prends l'exemple de la piscine. En piscine, on peut nager le crawl. Alors là, mes bras, ils reviennent vers moi. Donc, c'est un travail des pectoraux. Donc, c'est pas top. Le canoë, j'ai un moment où mon bras, il revient vers moi. Donc, c'est pas top. Yoga, ça dépend vraiment de vos exercices. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais préféré je ne sais pas ce qu'elle fait comme nage, hein, Annabella. Mais moi, à la piscine, je préfère la brasse parce que la brasse, j'écarte mes bras. Vous voyez, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, je pousse l'eau vers l'arrière. Quand je nage le dos crawlé, je pousse vers l'arrière. Ça, c'est bien parce que ça m'étire mes raideurs. Le crawl ne m'étire pas mes raideurs. C'est de l'activité physique, c'est bien, mais c'est pas dans le bon sens. Le canoë, c'est de l'activité physique, c'est bien, mais c'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire que ça me ferme davantage. Et moi, je préfère, vous voyez, l'aviron, bien sûr, parce que c'est le truc que j'ai développé, bien évidemment. On pourrait dire que j'essaye de placer mon concept. Mais c'est surtout parce que l'aviron, on tire vers l'arrière et on se redresse. Donc, choisissez des activités physiques qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire le sens de l'ouverture, le sens du redressement, et ça permet de combattre vos raideurs qui vont bloquer les ganglions lymphatiques qui étaient en bon état, qui vont bloquer les nerfs qui ont déjà été un peu irrités par la chirurgie et qui vont vous faire une posture refermée. Ben non, il faut plutôt faire une posture redressée ou ouverte. Et en yoga, cherchez des exercices qui vous étirent en ouverture. Voilà, tout Alors, ça, c'est important. oui. Alors, il y a une question de Valérie qui me semble intéressante à prendre encore un peu de temps à poser. C'est combien de temps après une mastectomie commencer la kiné? Elle a été opérée le 3 novembre. Alors, ça, c'est vraiment une autre question et puis surtout, ça mériterait d'être développé. Ouais. En fait, logiquement, il faut commencer la kiné, il faut aller voir un kiné tout de suite. Parce que le kiné, il va vous expliquer les différentes phases de la rééducation. Et si j'ai un conseil à donner, c'est d'aller voir, alors je crois que c'est là, allez voir ici sur ma chaîne YouTube et Instagram, vous allez voir tout ce que j'ai donné comme exercice, ça c'était pendant le confinement. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes pendant le confinement qui n'avaient pas accès à la kinésithérapie. Mm. Du coup, j'ai donné des exercices à faire très précocement. Et il y a des choses qui font très peu bouger le bras, mais qui permettent de détendre les épaules. Mais en tout cas, chez le kiné, on y va justement pour qu'il nous montre tout ça. Et on y va tout de suite. Parce que si on attend, je vous l'expliquerai peut-être la fois prochaine, mais il y a une Oui. période où l'épaule va être naturellement souple. C'est pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, c'est là où ça va s'enraidir. Donc, si je ne vais pas chez le kiné pour que le kiné m'explique, je risque de tomber dans le moment où ça va s'enraidir. Et du coup, quand va arriver la radiothérapie, s'il y a une radiothérapie, eh bien, l'épaule va être raide. Et là, ça va être le branle-bas de combat et l'urgence. D'accord. Oui, on pourra peut-être aborder en effet ce La sujet. fois prochaine. Donc, Annabella, elle dit, la Oui, piscine est avec sport santé, on travaille plusieurs choses. Oui, oui, ça, je voudrais juste insister pour ça. Il ne faut pas confondre faire du sport qui fait du bien à l'ensemble du corps, ça c'est parfait, très bien, vous faites ce que vous voulez. Après, il faut, quand on connaît bien le principe de l'opération pour un cancer du sein, il faut que le mouvement du sport en question soit fait dans le bon sens. Et si votre sport que vous aimez par-dessus tout, exemple le canoë-kayak, vous fait un mouvement qui n'est pas dans le bon sens, eh bien faites-le quand même. Mais par contre, après la séance de sport, vous allez vous étirer encore plus avec l'histoire du chandelier. Et comme ça, moi je dis, on fait quand même son sport qu'on aime bien, mais on a l'antidote. L'antidote, c'est je m'étire. Parce que si on laisse les pectoraux prendre le dessus et être trop fort, à ce moment-là, ça va créer des douleurs. il y a, Donc, je oui, vais poser une dernière question de la part de Hélène. oui, Et ce sera la dernière. Ensuite, il faudra qu'on quitte. oui. Si vous avez abordé tout ce qui était nécessaire d'être abordé, Jocelyne, vous me dites.
Mais Hélène nous dit: «J'avais déjà une inflammation de l'épaule gauche avant le curage axillaire et donc elle a du mal à bouger ce bras. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour faire partir cette inflammation?» Je pense qu'on reste toujours Alors, sur l'idée du mouvement, mais une inflammation à l'épaule gauche avant le curage, ça s'appelle, je pense, une tendinopathie, c'est-à-dire un problème d'épaule qui se traite chez le kiné. C'est normal, donc c'est tout à fait normal qu'après un curage et l'intervention du sein, parce que c'est pas que le curage, là c'est peut-être plus l'intervention du sein qui a créé le mauvais positionnement de l'épaule. Et là, vous allez voir dans la chaîne tous les exercices de je me redresse et je positionne bien mon épaule. Ça, ce positionnement de l'épaule, le positionnement correct, ça va permettre de limiter l'inflammation de l'épaule. Donc souvent les problèmes de tendons. Donc, c'est tout à fait logique que, arrivant dans ce contexte de l'intervention avec déjà un problème d'épaule, l'épaule ne s'arrange pas. C'est logique parce que quand les femmes sont opérées, elles sont inquiètes, elles ont mal, enfin elles sont plus ou moins mutilées et elles enroulent leur épaule. Et enrouler une épaule, à coup sûr, c'est abîmer les tendons. Donc là, Hélène, elle a deux bonnes raisons d'avoir mal à l'épaule. Mais il faut qu'elle voie un kiné qui va prendre en charge à la fois les conséquences de la chirurgie du sein et à la fois son problème d'épaule qu'elle avait avant. Mais encore une fois, ça fait pas, c'est pas le curage axillaire qui a fait ça. Et Annabella, par rapport au Dragon Bot, parce que le problème du Dragon Bot, si je puis dire, alors que c'est très bien pour l'activité physique, très bien, je me faites pas dire le contraire. Mais par contre, j'espère que vous êtes assise, Annabella, du côté opéré. C'est-à-dire, vous êtes opérée à gauche, vous êtes assise à gauche, voilà. Hein. Ça, c'est très important, parce que le jour où il n'y a pas de place du côté gauche, si vous êtes opéré à gauche, vous serez peut-être assise du côté droit, et à ce moment-là, vous ferez quand même votre séance de Dragon Bot, mais après, vous allez vous étirer un maximum. Donc, on est bien d'accord. Hein. Il y a pour certains sports des consignes à respecter pour que ça n'aggrave pas vos douleurs et votre mauvais positionnement, lequel mauvais positionnement est tout à fait légitime. Et c'est ça que l'on combat en kinésithérapie, et c'est ce que l'on combat, ce que j'essaye de combattre dans ces petites vidéos. d'accord. Jocelyne, il va falloir que nous clôturons. Il y a des participants qui Je me saluent doute, aussi notamment. je me doute, je me doute. Donc, Mais je suis toujours très bavarde parce que j'ai tellement de choses à dire. oui, Tout... bah c'est vrai que c'est important le message, en tout cas, voilà, de garder un mouvement, si on fait un sport derrière, de faire on va dire, comment ça s'appelle, L'antidote. Moi, je dis l'antidote, l'antidote. voilà ce que vous disiez, l'antidote du sport qui peut ne pas convenir et ces étirements qui sont très, très importants. Voilà, il faut toujours garder le mouvement. Si vous deviez terminer je Alors, sais pas, 2 phrases. eh ben, deux phrases, c'est être progressif. Et en étant progressif, vous pourrez tout récupérer, mesdames. Tout. Et ensuite, garder le mouvement et à tous les niveaux du corps. Parce que nous, les femmes, on vieillit bien si on a du muscle. Et c'est valable pour vous aussi. Et c'est valable pour tout le monde. Donc, tous les efforts que vous devez faire pour vous entretenir, c'est pour tout le monde, toutes les femmes, toutes les femmes, toutes les femmes. Ça, c'est extrêmement important. C'est pas parce que vous avez eu un souci en plus. C'est tout le monde. Voilà. Bon, vous recevez, j'imagine, vous les voyez, Jocelyne, voilà, Oui. beaucoup de remerciements voilà, pour cet atelier pragmatique, intéressant, qui répond bien à beaucoup de questions. Donc voilà, de toute façon, on vous retrouvera sans doute à nouveau hein, Voilà. pour Dans 15 l'association. jours, en fait, on continuera un petit peu ce qu'on a vu là et comme ça, vous pourrez reposer des questions. Et si D'accord. jamais vous avez mis en place des choses et que vous avez des questions à me poser ou bien parce que vous avez vu que ça vous apportait du bien-être, partagez aussi parce que c'est important pour les autres femmes. Parce que moi, tout ce que je vous dis, vous savez, je l'ai appris de mes patientes. Et il n'y a rien de tel que la parole d'une femme qui est passée par là pour rassurer les autres femmes. Donc, dites-nous s'il y a des choses que vous avez ressenties en bougeant différemment. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à contacter hein, sur les boîtes mail de Rose Up Association et des Maisons Roses de Bordeaux. Enfin, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Le mien, c'est contact.bordeaux@maisonrose.fr, maison avec un S, rose sans S.
voilà, pour avoir vos retours, vos questionnements, et cetera, et nous transmettrons à Jocelyne Roland avec grand plaisir. Et de toute façon, on se retrouve en effet d'ici 15 jours. 15 jours. Voilà, très bien. Eh ben, Merci écoutez, beaucoup. merci à toutes en tout cas. Merci bien. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Nous vous souhaitons une excellente journée. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de Rose Up Association et aussi toujours dans les onglets de Facebook, dans l'onglet vidéo, pour le retrouver sans montage. Voilà. Je vous souhaite une Ok, excellente journée, Jocelyne. À très bientôt. merci beaucoup. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.